La mission du voyage MREX, c'est de permettre aux investisseurs immobiliers de prendre un moment de recul pour mieux connecter avec soi-même, avec ses objectifs, son why, connecter aussi avec d'autres investisseurs. Le voyage MREX, c'est un voyage de formation, donc il y a toujours des formations qui sont exclusives sur un contenu. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens ils vont réfléchir sur le sujet pour justement revenir au Québec avec finalement les nouveaux apprentissages pour être capable de les mettre en place. Moi, je venais surtout pour faire une planification stratégique de notre entreprise, de nos acquisitions. Je venais pour rencontrer des gens inspirants, des gens qui sont dans le domaine de l'immobilier. Puis, en tant qu'entrepreneur, on prend pas beaucoup de vacances. Donc, c'est sûr que de venir dans un bel endroit comme Playa del Carmen, c'est intéressant pour, continuer à travailler, rencontrer des gens, puis se reposer un peu surtout, là. Bon matin tout le monde, content de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, un sujet d'importance capitale, je pense, depuis les 3 dernières années parce que le marché immobilier a changé. L'importance de se garder une marge de manœuvre. On le sait, la SCHL change un petit peu de temps en temps ses règles du jeu, les taux d'intérêt ont monté, il faut être capable de faire face à des rachats de taux, à des toitures qui coulent, etc. Donc, il faut avoir une marge de manœuvre. Qu'est-ce qui est une bonne marge de manœuvre pour nous individuellement, pour une acquisition ou bien dans l'esprit d'un parc au complet? C'est le genre de détails qu'on va regarder avec Sacha Gauthier. Je vous avertis, c'est un sujet qui est touffu, donc aujourd'hui, l'enregistrement est un petit peu plus long qu'on connaît à l'heure d'habitude, mais je pense que ça vaut son pesant d'or. Il y a plein de petites pépites ici et là pour être capable de durer en immobilier, parce qu'on s'en rappelle, c'est un marathon. On va rejoindre Sacha à l'instant. Bon matin, Sacha. Comment ça va aujourd'hui? Salut Jocelyn, très bien. Ça va bien toi? Yes, merci. Aujourd'hui, on voulait parler un peu de la nouvelle réalité du marché immobilier. En fait, on le sait, quand on était en pleine pandémie, les projets roulaient, on recachait que tout notre argent et les mêmes plus là, avant pandémie et pendant, avant le spike de taux d'intérêt. Fait qu'on voulait pas laisser l'argent dormir, on voulait que ça roule, etc. Aujourd'hui, quelques années plus tard, le portrait a passablement changé. Retenue locative sur la construction neuve, hausse de primes SCHL, rachat de taux souvent avec les taux d'intérêt qui ont monté. Donc, essentiellement, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour se garder de la marge de manœuvre, éviter de foncer dans un mur à un moment donné. Donc, peut-être un radar qui va être moins sur les bonnes nouvelles, plus sur la précaution, mais en même temps, si on veut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, on se disait, Sacha et moi, là, en pré-entrevue, que c'était comme un passage obligé. Il faut garder plus de liquidité qu'avant. Oui, puis all around, il faut se préparer beaucoup mieux qu'avant. Oui, tu as nommé là, les années pré-2000 où les capitaux dans un très beau préambule, en fait, les capitaux dans un projet restaient là sur de très courtes périodes. Donc, les capitaux injectés dans un projet restaient là 1 an, 2 ans, des fois moins que ça. Okay. Donc, ça, c'est une autre époque. Cette époque-là est bel et bien révolue. Après ça, on a eu les taux à 2 %. Ça, c'était incroyable. Puis les taux ont augmenté. Puis là, on a eu beaucoup de ventes face, surtout pour les gens qui avaient des projets en cours avec les différents changements, peu importe, SCHL, bancaire, peu importe. Et là, on s'est adapté drastiquement. Et avec les taux ont rechuté un petit peu sous les 4 %. Puis là, on se disait, parfait, tout est fini. Mais il y a encore des ventes face. Okay? Puis c'est ça que je vais adresser aujourd'hui. Puis peut-être aussi à savoir comment on fait pour mieux se préparer dans un marché qui se resserre. Okay? Comment on se garde, dans le fond, ma prémisse, c'est plus
la marge de manœuvre, disons. Comment on se garde une marge de manœuvre dans un marché qui se resserre? Peut-être prévoir plusieurs options de financement, des plans A, des plans B, mitiger les attentes de nos investisseurs, très certainement, et nos attentes de croissance également. C'est un marché qui est en changement continuel. On évolue dans un monde qui évolue continuellement et rapidement, puis le financement ne fait pas exception de ça. Bon, le mot d'ordre, c'est plus s'adapter pour mieux progresser, mettons. Ça, ce serait le titre d'aujourd'hui. Donc, tu as nommé quelques bons points ce matin. Tu as dit taux d'intérêt qui augmente. Ce que j'entends là, à chaque jour, c'est les prix sont trop chers. Le prix du multi est trop élevé. Les taux sont volatiles, voire trop élevés. Mais on est autour de 4 en ce moment. Ça, c'est pas élevé. On peut se dire... Il y a une distorsion, il y a un biais qui a été créé par la pandémie avec des taux planchers là, à 1,5, 2, ce qui était du jamais vu essentiellement. Là. Mais là, on dirait que les gens sont ancrés là, puis ils n'en sortent pas, alors que sur 30 ans, c'est exceptionnel. Là. C'est exceptionnel. D'avoir 4%, c'est excellent. Là. Exact. Ce qui est irritant des taux, c'est que c'est très volatile. Ça, c'est le marché obligataire derrière qui cause ces perturbations-là. Et ça, c'est pas très encourageant, mais c'est surtout, ça aide pas au projet et ça ajoute un risque de taux. Disons la volatilité des taux, mais des taux plus élevés feraient en sorte que les proformas marcheraient encore moins, on s'entend, en plus. On dit que les coûts d'acquisition aussi, les rachats de taux, les coûts d'acquisition, les notaires, les taxes de bienvenue, les frais de financement, etc., tout ça est toujours plus cher. Le coût de construction, le coût de rénovation, beaucoup trop élevé. La SCHL, des fois, qui me dit que je vais trop vite, okay, ou j'ai trop fait de demandes sur une courte période. Parfait, comment on mitige ça? On peut se préparer pour ça. Les loyers qui stagnent. Dans le neuf, mais dans le used aussi, les loyers, on a eu une croissance exceptionnelle dans les derniers 5 ans. Est-ce que les 5 prochaines années vont être similaires? Peut-être pas, on s'entend. Donc là, on est à un point culminant où en 2026, mi-2026, les loyers ont pas mal stagné. On voit de la vacance dans certaines fourchettes de loyers, là, dans certains marchés au Québec. La vacance augmente, mais c'est comme quand même pas mal. Là. Donc, c'est ce que j'entends. La location est difficile. Donc, j'entends beaucoup de points qui font en sorte que les projets sont beaucoup moins faciles qu'avant. Puis, si jamais, puis aller adosser du financement sur des projets qui sont aussi difficiles à ficeler, là, au bout du compte, ça demande aussi de la force financière majorée, si on veut, ou de la marge de manœuvre. On va appeler ça on peut l'appeler comme on veut. Là. Mais pour toutes ces raisons-là, il faut décider de continuer d'aller de l'avant, mais en se gardant une marge de manœuvre. Est-ce que j'en ai oublié des points, des irritants dans le marché aujourd'hui? T'as une bonne liste, là. Non, t'as même parlé des vendeurs qui demandent trop cher pour les immeubles au goût des acheteurs. Mais ça se vend. Je pense que t'as une belle nomenclature. C'est bon, mais ça se vend quand même. On voit encore des prix, puis c'est assez... C'est ça. Si on dit que c'est trop cher, mais il y a des gens qui achètent, c'est parce qu'il y a des gens qui voient des opportunités quand même. Oui, on voit des TGA d'achat qui sont compressés très, très bas, même dans des marchés secondaires, là, ce qui est encourageant pour le marché, disons, là, parce que les valeurs sont là. Mais on voit... mais on le sait, si c'est un TGA compressé, souvent, c'est parce qu'il y a un projet d'optimisation en arrière. Il faut l'analyser pour ce que c'est le TGA. Là. Il y a des bémols à mettre des fois, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont de la vision et qui parient sur une plus-value dans le temps. Oui, puis même du quasi neuf. C'est étonnant. C'est étonnant les TGA qu'on voit. Là. Historiquement, pour certaines régions, là, le TGA aurait été plus haut. Puis aujourd'hui, même dans le quasi neuf, quasi presque au marché, là, en termes de loyer moyen, les TGA sont encore au rendez-vous. Donc, ça transige quand même. Mais oui, tu as raison. Il y a des TGA qui sont très compressés quand l'optimisation est à faire, là, disons. Ça, c'est sûr qu'il va toujours y en avoir. Si tu parles de neuf ou quasi neuf, parce que là, si le TGA est compressé, je me dis, il y a des TARI qui descendent. Là. Clairement, il y a des gens qui sacrifient un petit peu le rendement, là. Au moins à court terme.
Puis il y a des gens qui sont prêts à injecter ces capitaux-là pour mettre la main sur l'actif. Donc, ça veut dire que c'est des actifs de qualité. Puis les gens croient au marché locatif canadien encore, tout à fait. Ça, je serais prêt à dire ça facilement. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Donc, il faut se demander, oui, est-ce que le prix est bon, mon actif? Est-ce que mon projet fait du sens? Est-ce que en construction, est-ce que j'ai un bon coût en value add? Est-ce que mes rénaux font du sens pour ma sortie? Mes projections de loyer, mes coûts, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'ai de la marge de manœuvre? Est-ce que j'ai mitigé mon risque de taux? Est-ce que je suis capable d'absorber un taux qui monte de 0,5 comme on a vu dans les 3 derniers mois, ça a monté de 0,5 1,5 donc, si la base est bien établie, je pense que ça peut très bien aller, mais aujourd'hui, ça prend des projets qui sont quand même un petit peu plus bulletproof, un petit peu plus résilients d'emblée sur toutes nos projections. Donc, meilleur prix, etc., ce que je viens de nommer. Puis après ça, vous allez me dire, oui, mais là, si je ne peux pas avoir des projets bulletproof, sinon je ne vais pas de l'avant. Bien, oui, il faut être créatif, clairement, puis il faut être assez patient pour attendre la bonne opportunité, pas sauter sur n'importe quoi. Ça, je pense que le mot d'ordre, je pense que les gens sont beaucoup plus patients aussi. Les investisseurs expérimentés sont plus patients par rapport à quand ils transigent sur un actif pour leur bénéfice. On n'a pas le choix. De toute façon, transiger aujourd'hui avec la SCHL, c'est un 6 à 8 mois pour un dossier qui va relativement bien. Moi, je vais être patient. Du début de la négo de l'actif pour une promesse d'achat jusqu'à la transaction chez le notaire. Là. Et ça, d'ailleurs, c'est un autre défi, peut-être un autre irritant pour les vendeurs qui ne sont pas habitués. Là. On en connaît, les vendeurs qui sont à la retraite, qui ont acheté leurs immeubles. Ils n'ont pas acheté un immeuble depuis 20 ans, disons. Pas habitués à la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Là. Ça crée un clash, puis il faut gérer cette insatisfaction-là qu'ils peuvent avoir dans les délais à un moment donné. Absolument, absolument. Puis tu sais, oui, tu l'as nommé, la négo, qui vient souvent 2-3 mois avant. Le processus de financement qui est aujourd'hui en plein été, le début de l'été, qui va prendre 3-4 mois parce que il y a des gens qui sont en vacances à SCHL, dans les banques, etc. Donc, ça va prendre 3-4 mois. Puis une transaction qui débute aujourd'hui en termes de financement va se notarier à l'automne. Tout le monde est à l'aise avec ça, là, mais tout le monde qui a déjà fait du commercial est à l'aise avec ça. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, je crois qu'une avenue aujourd'hui, l'expression « trop fort casse pas » est vraiment essentielle pour s'assurer que votre financement puis votre voyage de transaction se passe bien. Sur un achat, par exemple, ou une construction. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir une marge de manœuvre? Donc, la SCHL le dit, hein, elle est sur le stage en conférence, puis ses représentants disent, écoutez, 25% de valeur nette, c'est le gros minimum pour se mettre en ligne. Est-ce que ça garantit une approbation? Absolument pas. D'ailleurs, elle n'est pas obligée d'assurer aucun prêt à la SCHL. C'est vraiment de par son plein gré, si on coche toutes les cases, si on arrive avec notre veston, notre cravate, et on se présente bien. Donc, c'est ça aujourd'hui que je veux aborder. Je fais une parenthèse parce que tu dis 25% de valeur nette. C'est pas parce qu'on est en APH Select puis par je sais pas quel miracle on arrive aujourd'hui avec les taux qu'on connaît à aller chercher 95% de financement qu'on oublie le 25% de valeur nette. Là. Ça prend le 20% qui manque ailleurs quand même. Oui, la mise de fonds fait partie de la valeur nette, mais tu l'as bien nommé, le 20% ailleurs, il faut l'avoir. Et il faut l'avoir pas sur des valeurs stretchées. Aujourd'hui, là, la SCHL, par exemple, vos maisons, vos propriétés au résidentiel, elle va les si vous n'avez pas d'évaluation agréée pour votre propriété, elle va très certainement retenir le rôle foncier comme une évaluation qui n'est pas une valeur marchande, qui ne représente pas la valeur marchande de votre bien. C'est zéro avantageux. Là. Exact. Donc, bien monter des dossiers en ayant les bonnes preuves pour le faire accepter, c'est primordial. Là. C'est bon. Donc, bien monter une valeur nette, qu'elle soit réaliste, mais solide. Sinon, vous pouvez vous faire challenger facilement sur la valeur nette. Là. Donc, avoir un bon 25% de valeur nette solide, c'est la grosse base. Et aussi, le minimum. Et les liquidités qu'on détient pour pallier à tout enjeu sur notre parc, également, ça devient le minimum. On ne peut pas se présenter à sec de liquidité à la SCHL. Ça prend une marge de manœuvre. C'est bon. Puis là, dépendamment où vous êtes dans votre parcours, mais tu sais, que vous ayez 500 portes ou 30 portes, ayez une marge de manœuvre adéquate
pour votre parc que vous présentez. T'sais, si en remplaçant un toit à 40 000, tout votre modèle s'écroule, ben là, là vous n'êtes pas assez fort. Clairement. C'est ça. Mais ça peut paraître hard là, comme commentaire, mais pas du tout. Là. Il va y avoir des toitures à changer. Les toitures, ça peut coûter 40 000 facilement sur un 12 logements. Facilement. Là. Okay? Une toiture bien standard. Donc, j'en ai changé une sur un duplex il y a quelques mois. Ça a coûté 13 000 avec les taxes. Un duplex. Ça c'était même pas 1000 pieds carrés de toiture. Là. Exact. Un 12 logements, 40 000, Sur un ou 12 logements, on avait changé la toiture, puis c'était ça. Là. C'est ça. Avec quelques modifs, aération, peu importe. Fait que c'est ça que ça coûte. Donc, les banques et la SCHL veulent savoir que vous êtes en contrôle, que vous avez de la marge de manœuvre. Donc, pensez-y, c'est vraiment important. Puis dites-vous aussi que quand vous avez des bâtisses qui sont en APH Select, exemple, amorties sur 50 ans, vous avez profité du 100 points efficacité énergétique dès l'arrivée du programme là, en 2022. Moi, j'en avais quelques-unes propriétés qu'on avait sorti ça avec notre groupe en 100 points efficacité énergétique. Mais on s'entend qu'on ne retouchera pas à ces propriétés-là avant un 8 à 10 ans en termes de refinancement potentiel. Et d'autant plus, le cash flow qui sort de ces propriétés-là est quasi inexistant. Ça aussi, il faut le concevoir. Okay? En fait, c'est parce qu'on a acheté à rabais un actif pour lequel on sacrifie plus-value, cash flow, mais qui rentre dans notre portefeuille. Exact. Avec une projection dans le temps, une expectative de bénéfice dans le temps. Exact. J'en ai fait quelques-uns. C'était des refinancements, 100 points, APH Select, efficacité énergétique. Ça existait dans le temps, très bonne prime, superbe montage. On prend les liquidités, on fait d'autres projets avec. C'est l'essence même de la croissance. Par contre, aujourd'hui, il faut potentiellement réinjecter si c'était du use, exemple, dans ces immeubles-là. Puis il faut l'accepter aussi. Il faut le comprendre et l'accepter. Voilà. Parce que si c'était un prêt conventionnel qui était sur ces bâtisses-là, on aurait du cash flow excédentaire pour pouvoir pallier à toutes sortes d'imprévus ou de rénovations. On s'entend? Sur un prêt complètement optimisé, un petit peu moins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut concevoir, puis il faut le prévoir. C'est normal, on a utilisé le levier comme il se doit, très bien, mais après ça, faut quand même être conscient que c'est ça qui va se produire. C'est bon. Puis, je vous dirais, j'ai une analogie pour vous, là. C'est l'analogie d'une voiture, qui, en immobilier, en fait, c'est un peu comme rouler à haute vitesse derrière une autre voiture. Okay? Tant que ça va bien, on a l'impression d'être efficace, agressif, performant. Okay? Mais si la voiture en avant de nous freine brusquement, ben oups, on réalise vite que le problème, c'était pas tant notre vitesse à nous de croisière, mais le problème, c'était qu'on avait aucune distance pour réagir. C'est bon? L'analogie de la voiture, je l'ai eu dans un livre qui s'appelle Clear Thinking. Excellent livre. L'auteur, j'ai oublié le nom, parenthèse, Clear Thinking, superbe livre. Donc, il parlait de marge de manœuvre dans un autre type d'entreprise, mais c'est exactement ça en immobilier aussi. On roule, il y a deux autos qui se suivent sur l'autoroute à 130. La vitesse, ce n'est pas un problème si les deux autos se suivent à la même vitesse. Si jamais l'auto d'en avant, freine, ben c'est là qu'on n'a pas de marge de manœuvre si on suivait de trop près. Donc, peut-être aujourd'hui, l'analogie, c'est juste de dire, regardez, je vais continuer d'avancer à grande vitesse, mais je vais juste me distancer un petit peu de l'auto en avant. Donc, me garder un petit peu plus de buffer, de marge de manœuvre. Et donc, c'est ça l'analogie que j'avais pour vous autres. Je pense que c'est une image qui peut frapper, mais on le voit très bien. Là. Si on roule trop vite, si on va trop vite, trop croissance exponentielle, là, puis on n'a pas la bonne marge de manœuvre, les bons bilans, le bon cash flow, les bonnes liquidités, bien, ça se peut que quelqu'un nous bloque à un moment donné, que ce soit la banque, la SCHL, peu importe, avec raison. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'avancer aucunement. C'est bon. Ça veut dire que, oups, là, on est rentré dans l'auto d'en avant, on va réparer la voiture puis continuer d'avancer, tout simplement. Nouvel exemple en date, les nouvelles dépenses normalisées de la SCHL. Si notre cash flow, ou plutôt notre mise de fonds, l'argent qu'on avait disponible pour le projet était bien tight,
puis que finalement, ben, les dépenses normalisées changent, on perd 35, 40, 50 000, là, dépendamment du projet. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas? C'est un bon break qu'on vient de se faire mettre en face à une semaine de préavis. On s'entend, tout le monde est déjà passé tout droit en date qui est aujourd'hui, là, mais c'est juste ça que la SHL avait donné. Mais tout à fait. Donc, puis ce qu'on voit, c'est des profils qui sont tu sais, on essaie de faire passer des dossiers qui sont potentiellement trop serrés. Puis ça peut venir nous hanter parce qu'on peut essuyer des refus. On en voit beaucoup de part des gens qui nous appellent. OK? C'est pour ça que moi, quand je traite un dossier puis que je le monte, je m'assure de pallier puis de se garder une belle marginalité. Faut que ça soit fort. Trop fort casse pas, c'est essentiel aujourd'hui pour se présenter à la banque et la SCHL. Quand c'est trop serré, ou il y en manque, on n'y arrivera pas. Vous n'arriverez peut-être pas à vos fins telles que vous l'aviez anticipé. C'est bon? Donc, si on prend un projet qui est, je veux dire, un peu plus accessible, probablement à la majorité de notre auditoire, là, un demi-million de mise de fonds sur un projet X, là, ça inclut, bon, évidemment, la mise de fonds, les frais de financement, que ce soit courtier hypothécaire, courtier immobilier, le notaire, taxe de bienvenue, 500 000 overall. Taux d'intérêt, rachat de taux, etc. Tu sais, combien tu penses, mettons en pourcentage, que ça prend généralement pour être sûr de se pader? Puis je disais, ben, si on fait face à un imprévu, j'ai, je sais pas, c'est-tu 20%, donc 100 000 dans mon exemple, ou c'est 10%, donc 50 000, juste pour être sûr qu'on devrait être correct, à vue de nez. J'ai plusieurs réponses à ta question. La première, c'est le plus possible, toujours. Oui, ça, c'est facile. Ce qui est possible de faire avec 10 millions dans le compte aujourd'hui, c'est incroyable. Vous n'aurez jamais de frein. Là. On s'entend. Après ça, il n'y a pas de réponse claire à ta question parce que ça dépend de votre parc. Ça dépend de ce que vous avez comme parc. Ça dépend de ce que vous avez comme actif, de ce que la SCHL conçoit comme étant votre parc entier. Et où est votre parc? Est-ce que c'est du neuf? Est-ce que c'est de l'usager? C'est très, très, très... c'est une excellente question à laquelle une réponse précise ne peut pas être donnée. C'est carrément par rapport au groupe d'emprunteurs. Donc, mon message aujourd'hui, c'est le sponsor est très important. L'équipe d'emprunteurs est très important. Est-ce que tout le monde se verse le salaire, un salaire de 50 000 dans l'entreprise, tous des entrepreneurs qui se versent 50 000 ou tout le monde fait 500 000? Ah, ça, tu vois, ça, c'est pas dans les critères, mais ça aide à vendre un profil. Est-ce qu'il y a des compagnies opérantes qu'on peut utiliser pour démontrer une force financière, pour démontrer des marges, de la marge, qu'on a une belle marge de manœuvre. Donc, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Soignez votre crédit, soignez vos revenus que vous versez à chaque année d'une opérante ou de salaire sont aussi importants. C'est de la marge de manœuvre. Quelqu'un qui gagne 50 versus 250, il n'y a pas la même marge de manœuvre. Et il peut aussi réinjecter à même son salaire ou à même ses entreprises qu'il détient. Donc, tout ça fait partie de l'équipe, disons, du sponsor, de l'équipe d'emprunteurs. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui. C'est bon? Donc, rouler très, très, très serré. Tu sais, je comprends, là, vous allez me dire, oui, mais là, je dois croître, je dois réinvestir chaque dollar. Oui, mais. Puis d'expérience, ça crée énormément de stress opérationnel aussi. Opérer en flux tendu de trésorerie, là, c'est beaucoup de stress parce qu'on n'est pas prêt à réinjecter s'il arrive quoi que ce soit. Puis là, ça retombe sur le groupe d'emprunteurs, puis ça crée beaucoup de stress parce que si je t'appelle, Jocelyn, parce qu'on a un projet, puis je te demande de poter 20 000, ouais, tu ne m'aimeras pas vraiment. Ouais, mais là, il faut poter chacun 20 000 pour refaire le toit, justement, dont on parlait tantôt. Ah, tu sais, ça ne me tente pas. Ben, on n'a pas la marge de manœuvre. C'est bon? Fait que les banques puis la SCHL veulent voir ça, tout simplement. On va très loin là, dans la discussion, mais c'est exactement ça. Puis c'est comme un condo. Prenons des condos, par exemple. Il y a un fonds de réserve. Est-il adéquat? Est-ce qu'il est adéquat ou pas? Il y a même des lois pour ça aujourd'hui, pour prévoir un minimum dans le fonds de prévoyance, disons, là, pour permettre d'avoir une marge de manœuvre s'il y a quoi que ce soit sur la bâtisse que tous les copropriétaires détiennent. Donc, en tant que propriétaire immobilier qui détient un parc, il
faut avoir une marge de manœuvre. C'est ça, il faut répliquer un peu l'exemple d'un fonds de prévoyance ou s'assurer d'avoir des marges de crédit ou un accès à une liquidité autre d'une autre façon pour être sûr d'être capable de pallier. Là, ça, exact. Puis, tu sais, dans le fond, grosso modo, aujourd'hui, c'est la marge de manœuvre, ce n'est pas un luxe, c'est plus une stratégie de survie et de croissance. Okay? C'est ceux qui vont durer le plus longtemps dans le marché qui vont adopter ce type de stratégie, disons. Il faut ralentir juste assez pour pouvoir durer dans le temps. Puis de toute façon, on peut rouler à 130 derrière l'auto puis y aller à fond la caisse, c'est bien correct. Il y a quelque chose qui va nous ralentir puis on va s'adapter en cours de route. Moi, je vous dis, vous pouvez, avant d'avoir l'accident, vous pouvez aussi vous réajuster tout simplement en cours de route en sachant ces éléments-là qui sont la résultante de centaines de dossiers qu'on traite à l'interne et de dossiers qu'on ne traite pas, de gens qui nous appellent pour dire ce qui n'étaient pas nos clients essentiellement, mais ce dossier-là a planté, peux-tu me dire pourquoi? Absolument, je vais te le dire. On va ouvrir, on va y aller dans le détail. C'est bon? Donc, pas être en mode survie, plutôt être en mode gestion, résolution de problèmes, c'est ce que ça amène une marge de manœuvre. Si je t'appelle pour 20 000 pour faire un toit puis on ne l'a pas, ben là, on est en mode survie. Qu'est-ce qu'on fait? Aïe, 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 aïe. Mais si tu me dis, hey, pas de problème, on met les 20 000 dans le compte demain, on refait le toit la semaine prochaine, ça, il n'y a aucun problème. Le toit coule, c'est évident qu'il faut le faire. Tu sais, je vais te faire l'image. Dans les proformas de construction neuve, là, il y a toujours la ligne, quelque part, imprévue. Des fois, ça s'appelle autrement, là. Mais tes imprévus dans ton parc, c'est quoi? Tes imprévus dans un projet de financement ou de refinancement, c'est quoi une acquisition? As-tu l'argent disponible à quelque part ou pas? Dans le fond, c'est ça. C'est dans votre propre gestion, assurez-vous d'avoir toujours un budget imprévu à quelque part pour être sûr de pallier. 5 10 15 je pense que Sacha, tu l'as bien dit tantôt, difficile de qualifier pour chaque individu, c'est trop personnel, mais identifier une somme ou un pourcentage qui pour vous est correct, trouver un scénario de financement ou d'acquisition de liquidité ou de façon d'aller la chercher d'une façon ou d'une autre. Exact. Puis, en terminant, des idées à intégrer, là, la marge de manœuvre, c'est pas être moins ambitieux du tout. C'est acheter, ça c'est vraiment bon, là, c'est acheter le droit de rester offensif quand le marché va devenir défensif. Si vous avez une marge de manœuvre, puis vous êtes bien capitalisé, puis votre ratio de parc est faible en termes de RPV, là, vous pouvez aller faire 1 ou 2 refinancements. Le marché se resserre, on l'a dit, hop, là, on est prêt à aller à être offensif alors que les autres le sont moins. Puis on l'a vu quand les taux montaient, il y en avait des deals. Il y en avait. Ben oui, parce qu'il y en a il y a moins d'acheteurs. Qui dit moins d'acheteurs, moins de voracité. C'est moins un marché de vendeurs. Bref, il y a plein d'avantages. Exact. La vitesse de croissance doit être alignée avec la force financière du sponsor. Le problème, c'est pas de faire 20 demandes en 1 an. C'est de faire 20 demandes sans les bilans, la liquidité et le cash flow. C'est bon? Parce qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est toi comme emprunteur puis équipe d'emprunteurs qui allez atteindre vos propres limites. Il n'y a pas de réponse à cette question-là non plus. Ça dépend du sponsor très souvent. Puis attention, le levier APH peut donner une impression de puissance, mais le cash flow est très, très mince. Il réduit votre flexibilité. Avoir un ratio de parc à 1.1, 1.12, 1.15, ce n'est pas viable à terme. C'est bon? Donc, surtout qu'on dépasse avec la valeur des primes, le montant emprunté, là, souvent, là, c'est les calculs qu'on a faits maintenant à terme. Oui, effectivement, c'est bon pour certains immeubles. Dans le fond, il faut être un sharpshooter, un sniper. Ouais. On identifie un bon, on l'utilise avec ce modèle de financement-là, mais on ne peut pas penser qu'on va le répliquer pour 30 immeubles. Là. Exact. Les prêteurs ne regardent pas seulement le projet aujourd'hui, ils regardent aussi la capacité du promoteur à absorber délai, baisse de loyer, un dépassement de coût, une dépense imprévue. Toutes ces choses-là font partie de leur analyse de crédit. Donc, je ne vous dis pas ça parce que je me suis levé ce matin, je voulais être plate. Là. Ça fait partie de leur analyse. Puis, connaître comment les banques réfléchissent, puis la SCHL réfléchit en ce moment, 2026, c'est essentiel pour mieux agir. Une réserve de liquidité, un RCD de parc sain, une valeur nette réaliste bien calculée, là, ça devient des avantages compétitifs. Tu as ça, tu as des avantages compétitifs que d'autres n'ont pas. Assurément, assurément. Donc, voilà.
on l'a dit, là, les deals arrivent souvent quand le marché est stressé. Ceux qui se sont gardés du lousse, là, ils vont pouvoir agir rapidement, devenir offensif alors que ça va devenir défensif. Puis la marge de manœuvre, ça réduit aussi ton stress opérationnel. Puis, opérationnel, mais aussi, parce qu'on en parlait tantôt, mais c'est un humain qui est en arrière. C'est toi, c'est moi, c'est le propriétaire de l'entreprise. Fait stress opérationnel pour la compagnie, mais stress personnel d'être sûr de ne pas faire faillite, de ne pas faire un défaut de paiement, de ne pas, n'importe quoi. Je mets ça gros avec la faillite, là, mais ce stress-là, je veux dire, on travaille en immobilier souvent pour acheter une liberté financière. Si on vit du stress de cette ampleur-là à tous les jours, dites-moi où est la liberté, moi je la vois pas. Là. Non, exact. 100%. Fait qu'à long terme, disons que à long terme, là, les investisseurs qui se gardent une marge de manœuvre, c'est pas ceux qui vont aller le plus vite sur papier. C'est pas une game d'aller le plus vite. C'est une game c'est ceux qui vont rester le plus longtemps dans le marché. C'est là que tu vas vraiment avoir une croissance saine et durable et agréable aussi. Vous allez mieux dormir, vous allez garder les prêteurs de votre côté, la SCHL de votre côté, vous allez bien faire vos révisions annuelles de l'autre podcast qu'on avait fait. Puis si vous avez tout ça de votre côté, vous dormez bien, vous avez une marge de manœuvre, les prêteurs sont de votre côté et puis veulent vous prêter plus, ben là, les occasions vont apparaître devant vous puis vous allez toujours en avoir. Là. Ça, c'est sûr. Fait que c'était un petit peu mon exposé aujourd'hui là-dessus. Ça peut juste vous aider d'avoir une marge de manœuvre. Puis ajoutons à ça que dans les 3 dernières années, on l'a vu, le marché s'est resserré. Les surprises sont de plus en plus nombreuses aux 5-6 mois. Maximum, la SCHL fait des changements aux ans aussi, on sait, mai-juin, encore cette année. Donc, d'être un petit peu plus conservateur des fois, avec une marge de manœuvre, va nous permettre de faire face aux imprévus. Foncez quand même, puis ayez le recul de comprendre un petit peu ce qui a été discuté aujourd'hui, d'un point de vue prêteur, assureur, puis même investisseur là, dans la durée. Ça fait du bien de prendre un petit peu de recul des fois pour analyser tout ça, mieux comprendre. Tout à fait. Merci beaucoup, Sacha. Merci, Sylvain. On se revoit bientôt.